tous. Il y a quelques semaines, Olivier Beau de l'Institut Sapiens et moi-même, pour le journal L'Opinion, avons lancé une plateforme à l'occasion des élections présidentielles. Nous voulions permettre aux candidats à l'élection de détailler précisément leur programme agricole. Le principe de base était simple, on ne fait pas de politique, on n'attend pas de petites phrases, on veut des faits, on veut de la technique, et nous avions évalué 5 grands thèmes sur lesquels nous proposions aux candidats de venir s'exprimer. Aujourd'hui, nous recevons Éric Zemmour pour détailler donc précisément son programme agricole. On va être un peu technique, mais on a envie vraiment de savoir ce qu'il y a dans votre programme. Alors, il y a d'abord, Éric Zemmour, une question qu'on se pose. L'élection présidentielle, vous le répétez assez souvent, c'est une rencontre entre un individu, une candidature et les Français. Les Français sont très attachés à l'agriculture et aux agriculteurs. Ils ont envie de savoir qui vous êtes intimement. J'ai une question très directe. Est-ce que vous avez déjà fait pousser quelque chose dans votre vie? Absolument pas. Jamais. Non, pas de rapport avec les plantes? Non, je suis un homme des villes. J'ai grandi en banlieue, puis dans un quartier populaire de Paris. Et je ne prétends pas du tout avoir un rapport avec la terre, etc. Mais mon grand-père était cordonnier, vous voyez, dans un petit village d'Algérie. Donc c'est des familles de petits artisans, commerçants, etc. Et je découvre, moi, la terre, tout simplement pendant les vacances, comme tous les enfants des villes. Et puis ensuite, comme journaliste, j'étais journaliste politique, et donc je sillonnais la France et je découvre ces paysages magnifiques français. Donc je m'intéresse à comment les paysans français au fil des siècles ont façonné ces paysages que je trouve tellement beaux. Alors, on va justement entrer dans le vif du sujet, parler de ces paysans français. La moitié d'entre eux seront en retraite d'ici à 2030. Il va falloir assurer massivement un renouvellement des générations. J'ai lu votre programme, vous parlez notamment du thème très particulier du foncier. Le foncier agricole, c'est un énorme poids pour les agriculteurs, notamment pour ceux qui s'installent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voulez mettre en place pour permettre le portage du foncier? Qui va payer la transmission du foncier? Alors, moi, ce que je propose d'abord, c'est une mesure générale, pas seulement pour les agriculteurs, mais qui, je crois, peut les aider, en tout cas ceux qui possèdent, et qui ne sont pas seulement des fermiers, etc., qui possèdent leurs terres, etc., c'est l'exonération des droits de transmission pour les entreprises familiales. Donc on pourra, et ça concerne évidemment les agriculteurs, je pense que c'est une mesure majeure pour permettre la transmission. Comme vous l'avez dit, la moitié ont plus de 50 ans, et il y a eu une réduction considérable du nombre d'exploitations. On est à 400 000 désormais exploitations. Je crois qu'en 20 ans, il y a eu une baisse de 40%. Enfin, c'est énorme. Donc il faut absolument arrêter cette dégringolade. Et je crois que cette mesure-là sera la première qui pourra favoriser la reprise, etc. Par ailleurs, je pense qu'il faut aider les jeunes. Il faut aider les jeunes agriculteurs. Vous parlez notamment de l'agriculture biologique. C'est un de vos axes de développement. Non, pas forcément. Je parle des jeunes en général et de l'agriculture en général. Vous savez, j'ai beaucoup sillonné la France depuis 6 mois, et j'ai discuté avec beaucoup de paysans, d'agriculteurs, etc. Et en fait, ils m'expliquent quelque chose de très simple. Il ne faut pas privilégier un mode d'agriculture. Il faut évidemment développer l'agriculture bio, parce qu'il y a une vraie demande, parce que dans les villes, il y a des gens qui veulent prendre ces produits-là. Mais il y a des produits d'agriculture raisonnée, il y a des produits aussi de grande consommation. Il faut que les Français continuent d'exporter le blé, etc. Et donc là, il faut, bien sûr, en respectant les normes sanitaires et en limitant au maximum les produits phytosanitaires, mais il ne faut pas privilégier uniquement le bio. Vous savez, si on fait tout le bio, d'abord, les rendements sont inférieurs, on ne pourra pas exporter les grands produits de consommation mondiale, et surtout, le prix du bio va considérablement baisser, et les rémunérations des agriculteurs en bio vont donc baisser. C'est ce qui commence à arriver déjà. Donc il faut être très prudent. Le deuxième sujet... Sur cette question, juste un élément additionnel, puisque il faut toujours se comparer aux autres. Est-ce que vous êtes favorable aux clauses miroirs? C'est-à-dire à cette idée qu'il faut imposer aux productions qui viennent... Vous voyez ce que c'est que les clauses miroirs? Tout à fait. C'est même un des points majeurs de mon programme. Je pense qu'il faut qu'on cesse d'importer des produits qu'on n'a pas le droit de cultiver en France. Et quand il y a des normes... Interdire des techniques, c'est ça? Des techniques de culture? Non, en tout cas, ne pas importer les produits qu'on ne pourrait pas cultiver en France. Je donne un exemple simple et un peu extrême exprès, mais
les OGM. On a interdit, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe en tout cas, je ne rentre pas dans cette discussion pour l'instant. On a interdit en France les OGM. Et pourtant, les gens ne savent pas, mais on importe beaucoup de produits avec des OGM dedans. Donc ça, il faut l'interdire. Vous voyez, Des tourteaux de soja qui viennent pour nourrir le bétail français, mais on n'a pas de substitut. On fait comment? Non mais, il faut essayer de trouver des substituts. Bon, on n'en a pas pour le moment. Oui, mais bien sûr, mais quand on n'en a pas, évidemment qu'on importe. Mais la ligne doit être ça. Je comprends. Justement, vous évoquiez, on parlera après des grandes questions de souveraineté alimentaire, vous avez évoqué les OGM. J'aimerais bien avoir nous aussi, on aimerait bien avoir votre position sur la directive 2001-18 de l'Union européenne sur les OGM. La question de cette directive va se reposer parce qu'on doit statuer sur le statut des NBT, nouvelles technologies de sélection variétale qui permettent de cultiver avec notamment moins d'eau, moins de pesticides, moins d'intrants. Êtes-vous favorable à ces technologies de sélection variétale? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas fait ma religion là-dessus. Je ne voudrais pas vous répondre de façon précoce. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est que je m'en tiens à la ligne que j'ai définie. C'est-à-dire, ce qu'on interdit, on ne peut pas l'importer en France. Le reste, on verra dans les mois qui viennent, on verra petit à petit avec les négociations françaises. Je ne peux pas vous donner comme ça une position aussi définitive. Mais vous n'êtes pas hostile au principe de la recherche scientifique? Pas du tout. Pas du tout. Je pense au contraire que nous devons favoriser la recherche, nous devons favoriser l'innovation. Par exemple, pour régler la question des produits phytosanitaires, on peut développer la robotique. Alors il y a ça, mais je pensais à autre chose. Est-ce qu'à votre avis, il faut condamner sévèrement les faucheurs volontaires? Moi, je pense que toute transgression de la loi doit être condamnée. On va revenir sur cette question qui est devenue prépondérante dans ce salon de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire. L'invasion de l'Ukraine par la Russie pose un énorme problème de stabilité alimentaire mondiale. La Russie et l'Ukraine, à elles deux, assurent le tiers des exportations mondiales de blé. Je voudrais bien que vous nous disiez ce que vous pensez du rôle de la France, notamment dans la stabilisation des alimentations du bassin méditerranéen. Vous avez dans votre programme un point qui dit que vous voulez sortir des traités de libre-échange. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Il y a deux choses différentes. Il y a les traités de libre-échange qui, justement, sacrifient toujours nos agriculteurs parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on importe des produits qu'on n'a pas le droit de produire en France. On exporte aussi, hein, heureusement. Mais je ne vous ai pas dit qu'on devait cesser d'exporter et je ne vous ai pas dit le contraire. Mais nous exportons dans des pays et nous respectons des normes que eux-mêmes ne respectent pas. Donc ils ne peuvent pas nous faire ce procès que nous pouvons faire à ceux dont on importe les produits. Ça n'a rien à voir. Je ne vois pas pourquoi on cesserait d'exporter parce qu'on ne veut plus importer des produits qu'on n'a pas le droit de... Parce que l'histoire économique nous apprend que quand on dresse des murs, attendez. Alors, attendez, monsieur, attendez. Donc il faut accepter, nous, on impose des normes à nos produits et il ne faut pas les respecter ailleurs. Moi je ne dis pas ça. Bah voilà, c'est tout ce que je dis. Je dis que quand on prend des mesures conservatrices, on s'expose à ce que d'autres les prennent aussi. Mais non, excusez-moi, on ne s'expose pas parce que ce n'est pas des mesures protectionnistes pour des mesures protectionnistes, c'est des mesures protectionnistes pour la protection de la santé du consommateur. Je vous ai détourné de la réponse à la question. Donc, si vous voulez, le blé... nous sommes nous aussi un grand producteur de blé, nous sommes un grand exportateur de blé. Nous devons évidemment continuer d'exporter notre blé. Nous devons même, si c'est possible, accroître nos productions de blé. C'est pour ça que je vous répondais tout à l'heure qu'on ne peut pas faire tout en bio. Vous voyez, c'est typique ça. Il y a des secteurs où il est contre-productif de faire du bio. On ne peut pas faire tout en bio. Et ça ne serait pas bien. Est-ce qu'il faut abroger la directive ou les directives, la politique Farm to Work Farm to Fork, pardon. Je pense que ces directives ne vont pas dans le bon sens. Je pense qu'on va réduire encore de 10% les surfaces agricoles. À minima, oui. À minima. Et donc, je ne souhaite pas que les agriculteurs deviennent des animateurs de paysages, voyez-vous. Moi, je pense que les paysans français doivent continuer à cultiver la terre, à élever leurs animaux. Ils font ce métier pour cela et c'est la grandeur de ce métier. Et même, je dirais même que on va avoir, et Madame posait la bonne question, c'est-à-dire plus il y aura de troubles comme ça, plus on va avoir des ruptures d'approvisionnement. Vous avez raison pour l'Ukraine et la Russie. Donc nos agriculteurs ont intérêt à cultiver, nous devons nourrir les êtres humains.
C'est notre rôle. La France est un grand pays agricole qui a oublié sa vocation depuis quelques années, voire quelques décennies. Nous étions le premier pays exportateur de produits agricoles, nous ne sommes plus que le troisième. Nous étions la deuxième puissance mondiale après les États-Unis d'exportation de produits agricoles. Je me souviens très bien dans ma jeunesse, on est le sixième. Vous l'avez dit vous-même, on a perdu beaucoup d'hectares cultivables, beaucoup d'exploitations fermées. Ce n'est plus admissible. Il y a une question qui se pose maintenant à nous, c'est celle du pouvoir d'achat. Vous dites dans votre programme que vous voulez assurer une meilleure rémunération des agriculteurs. Oui. Comment est-ce qu'on fait dans une thématique de pouvoir d'achat limité pour que les Français aient accès à une alimentation à coût raisonnable et que la France continue à assurer sa vocation nourricière? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation grave où 50% des fruits, 60% du poulet est importé. Et nous sommes dans une situation grave où l'agriculture ne nourrit plus, en vérité, les paysans. Nous avons beaucoup de gens qui sont payés moins de 1 000 € alors qu'ils font plus de 50 heures. C'est le cas des éleveurs. Les éleveurs gagnent 12 000 € par an. Voilà, donc vous voyez, c'est inadmissible. Donc il faut que nous admettions que la nourriture et la bonne nourriture française a un prix. Ça, c'est la première chose. Et le consommateur, d'ailleurs, est prêt à payer ce prix. Alors justement, si c'est français. Je vois beaucoup d'études. Attendez, 30 secondes. Je finis 30 secondes. Donc, si c'est des produits français, les gens sont prêts à payer le prix. Donc, nous devons favoriser des traçages pour montrer que tel produit est français, le fameux Patri-Score, sur le mode du Nutri-Score. Et par ailleurs, nous devons affaiblir un peu le rapport de force en faveur des grandes surfaces qui font une excessive pression sur les agriculteurs et sur ceux qui leur vendent des produits. Pour cela, ce que je propose, vous savez que les grandes surfaces se sont rassemblées en 3 centrales d'achat. Donc vraiment, elles ont elles sont très concentrées aujourd'hui. C'est exactement ce que je dis. Et ce qu'il faut, c'est justement faire jouer davantage les règles de la concurrence pour affaiblir cette concentration. Il y a précisément en France une situation de déflation alimentaire depuis 6 ans, ce qui pose un vrai problème. Mais vous avez néanmoins, je partage tout à fait votre point de vue, il faut que les agriculteurs gagnent leur vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de rémunération du producteur, tout le monde comprend qu'il n'y a plus de production. Mais vous avez 2 millions de familles en France qui vivent avec 200 € alimentaires par mois. Qu'est-ce que vous faites pour ces 2 millions de familles? Mais je préfère, vous savez, en France, il y a beaucoup d'aides sociales. Nous sommes le pays qui a le plus énorme taux de dépenses sociales par rapport au PIB, plus de 30%. Nous avons plus de 800 milliards d'aides sociales. Donc je préfère que les agriculteurs soient rémunérés correctement et que par ailleurs, si effectivement vous avez raison, il y a des gens qui ne peuvent pas suivre, qu'on les aide. Je préfère dans ce sens-là plutôt qu'on joue sans cesse le jeu des grandes surfaces et qu'on baisse les prix en permanence. Vous savez, la baisse des prix, c'est bien, mais c'était bien dans une logique inflationniste des années 70-80. Aujourd'hui, ça ruine les agriculteurs et les filières agricoles et industrielles aussi d'ailleurs. Donc il faut absolument faire attention à cela. Merci Éric Zemmour, je crois que vous avez un programme chargé, que vous êtes attendu Merci à vous, de l'autre côté du plateau. Bonne journée à vous. Merci à vous, à bientôt, bonne journée. Merci.